Mais donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir comme secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine dans cette séance du Collège Belgique qui est, comme vous l'avez vu bien sûr, consacrée à l'intégrité scientifique. Alors c'est très important évidemment l'intégrité scientifique. Science et intégrité scientifique, un couple heureux. Ben oui, c'est un couple heureux parce qu'on voit combien les progrès ont été extraordinaires, en particulier en médecine. Les enfants, moi quand j'ai commencé mon activité pédiatrique, puisque je suis pédiatre, les enfants avaient plus ou moins 7 à 8% de chances de s'en sortir d'une leucémie. Aujourd'hui, on est à 94% de chance. Quand on voit la mucoviscidose et ce qui se passe aujourd'hui avec des médicaments qui nous permettent de voir nos patients arriver 2-3 mois après avoir commencé ce traitement qui modifie les protéines de leur poumons, on les voit en fait respirer beaucoup mieux, avoir une fonction pulmonaire qui s'est globalement très améliorée, avoir pris 2-3 kilos de poids. Donc c'est vrai que la science et l'intégrité scientifique, c'est-à-dire la science qui est efficace, elle a fait des progrès absolument fabuleux. Elle continue à en faire, même si les défis évidemment de notre humanité, notamment avec le réchauffement climatique et bien d'autres choses, sont énormes. Mais donc, ceci pour dire que l'intégrité scientifique, évidemment, c'est une méthode, c'est évidemment une reproductibilité des données, un usage de statistiques, une relativité de ces données et des statistiques. C'est toute l'éthique, c'est tout le travail d'équipe. Et c'est tout à fait indissociable et indispensable au progrès. On n'imagine même pas que ce soit possible de dissocier l'intégrité scientifique de la science. Mais bien sûr, l'être humain est ce qu'il est, et donc des gens malhonnêtes, ou la tentation de la malhonnêteté, elle existe dans tous les métiers du monde et depuis toujours. Et donc, dans la science aussi, malheureusement, il y a une part non négligeable, dont on a pu d'ailleurs établir les pourcentages de malhonnêteté, c'est-à-dire finalement de perdre en quelque sorte ces règles essentielles qui font que la science est efficace. La responsabilité, le respect, la confiance, le soutien, la sincérité. Et donc, les gens peuvent très bien falsifier leurs données, notamment par l'altération des résultats qui sont défavorables à une hypothèse qu'on avait faite. Et on peut fabriquer des données aussi. Et puis on peut copier aussi. Alors on a mis au point toute une série de méthodes. Il y a maintenant des logiciels anti-plagiat. Mais la falsification continue. Et puis on peut se demander toujours pourquoi une malhonnêteté peut être ainsi présente chez les gens. Mais c'est aussi parfois la volonté de paraître. De plus en plus des aspects mercantiles, parce que la recherche aussi nécessite des fonds. Et pour obtenir ces fonds, il faut avoir un certain nombre aussi de publications. Et donc il y a des personnes qui produisent, et on sait qu'il y a dans la masse de publications qui sortent chaque jour, la masse de publications ne permettrait pas à un être de les lire en une vie entière, donc le nombre de publications a augmenté de manière spectaculaire. Et puis on peut aussi avoir le souhait de faire plaisir à un patron de thèse, et finalement, bien entendu, la science, c'est aussi de montrer que les données et l'hypothèse qu'on avait formulée n'est pas exacte, et que donc c'est une autre manière de prouver. Alors, je voulais vous faire un tout petit point parce que je pense que l'éducation, c'est fondamental, bien entendu, et l'éducation des enfants, c'est fondamental parce que c'est aussi des enfants très petits qui sont capables non seulement de comprendre des choses, de s'intéresser à la nature et aussi d'être éduqués finalement à l'honnêteté, à l'intérêt qu'il y a d'être honnête dans une démarche, je dirais, de nature scientifique, et des tout petits ont aussi une démarche de nature scientifique. Et donc l'éducation à l'intégrité scientifique, ça commence extraordinairement tôt, à mon sens. Et j'étais très impressionné il y a une semaine de voir que l'hôpital Necker à Paris vient d'ouvrir une consultation pour des enfants de moins de 4 ans
qui sont addicts à plus de 6 heures d'écran et qui deviennent pratiquement comme des autistes. Et donc c'est aussi important finalement avec un enfant de s'asseoir, de lire un bon livre et aussi de s'émerveiller, de lui apprendre ce que c'est qu'un chêne, un platane, un hêtre, parce que c'est finalement une partie aussi de notre vie, donc les contacts humains, et c'est ce dont on va aussi parler aujourd'hui, les contacts humains au travers de l'intégrité scientifique. Alors il y a des livres qui, j'ai lu il y a longtemps un livre très intéressant écrit par Broad et Wild sur l'intégrité scientifique, c'était La souris truquée, c'était extraordinaire, c'était finalement une souris qui génétiquement avait des taches sur son pelage, puis il y avait quelqu'un qui avec un magicolore mettait les taches aux bons endroits, et donc la souris devenait évidemment ce que l'on attendait qu'elle devint, mais c'était pas tout à fait la recherche attendue. Enfin bref, tout ceci pour vous dire que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes qui sont particulièrement, je dirais, représentatives de ce qu'est l'intégrité scientifique en communauté française de Belgique, puisque la ministre Glatigny a créé le Conseil d'intégrité scientifique en communauté française de Belgique. On va beaucoup aussi vous parler de cela, et que ce Conseil d'intégrité scientifique doit effectivement jouer un rôle fondamental dans l'enseignement, dans la rigueur, dans l'efficacité pour que la science reste ce que tout le monde en attend. Et nous avons la chance d'avoir la présidente du conseil de supervision de ce conseil d'intégrité scientifique, qui est en fait la professeure Danielle Balerio, qui est une neuroradiologue émérite, je dirais, très connue pour toute sa recherche, et qui est aussi présidente honoraire de notre Académie de médecine. Et puis nous avons le professeur Arménie, qui lui est président du comité d'avis, qui va traiter en fait les problèmes, et qui est expert en sciences du langage, de manière tout à fait remarquable, professeur à l'université de Mons et premier conseiller du recteur en stratégie pour l'institution et en stratégie académique. Et donc nous avons là deux personnes de choix pour nous parler de ce problème vraiment essentiel, et je les remercie de nous accompagner pendant cette soirée. Je vais leur passer la parole. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, chers collègues, merci, monsieur Casimir. Je pense que vous avez tout dit et que c'était un parfait résumé de notre conférence. Merci au Collège Belgique de nous inviter. Je peux avoir la première. Je pense qu'on voudrait tous les deux, monsieur le président. Donc, ensemble, nous allons vous entretenir d'un sujet qui, en définitive, est devenu un sujet d'actualité dont on parle heureusement de plus en plus. Et donc, nous avons préparé ensemble cette conférence Science et intégrité, un couple heureux. Voilà, donc, comme a dit monsieur Casimir, nous allons ensemble vous parler de l'intégrité, mais également de ce fameux CSIS, Comité supérieur d'intégrité scientifique. Donc, brièvement, je passe en revue les sujets dont on va vous parler. Avant tout, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Et merci d'être assez nombreux, parce que manifestement le sujet vous intéresse. On va bien sûr rappeler une fois encore et longuement en quoi consiste l'intégrité scientifique et les manquements observés actuellement
et de plus en plus facile, d'ailleurs, à malheureusement générer. Donc, quelles sont les causes? Il faut rechercher les causes de ces manquements pour pouvoir au mieux y remédier. Et donc, quels sont les dispositifs actuellement qui sont développés pour essayer de canaliser et de réduire ces phénomènes de manquement à l'intégrité. On va également souligner les risques de ces manquements, l'impact de ces manquements. Et puis ensemble, nous conclurons. Donc, merci. Pourquoi ce cours aujourd'hui? Le point de départ en Europe, entre autres, a été le fait que le Conseil européen a recommandé en 2015 que dans tous les pays d'Europe, il y ait des structures, des offices qui se préoccupent, qui gardiennent, qui mettent des balises dans tous les pays pour effectivement veiller au respect et au développement d'une culture d'intégrité scientifique. Et pourquoi? Je ne vous l'apprends pas. Vous savez que la science a été fort mise à mal, la crédibilité de la science en particulier pendant le Covid. Les fake news aujourd'hui foisonnent. Et on peut mentionner le rôle de la grande presse, des lanceurs d'alerte, mais aussi des Facebook et autres médias qui divulguent rapidement et comme une traînée de poutre des informations aisément faussées. Et cela, on en reparlera, comment agir à ce ce nouveau phénomène, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés en plein pied dans l'ère digitale et on évoquera fatalement l'intelligence artificielle dont on vous rabat peut-être un peu les oreilles, mais qui est là, qui ne s'arrêtera pas et qui tous les jours nous permet de progresser positivement, mes yeux, mais comme toute innovation, il y a aussi des côtés négatifs que nous allons évoquer et voir comment à nouveau y remédier. Donc l'important dans ce cours conférence, c'est que la population, que tout le monde prenne conscience de ce problème d'intégrité. Et donc nous avons remarqué en premier lieu qu'il y a un manque d'information et du public et des chercheurs et des scientifiques. Quand on leur parle intégrité scientifique, environ, on estime que 20% disent c'est quoi, ou disent non, je suis pas trop au courant. Donc il y a une nécessité de former, d'informer au sujet. Alors je me permets, comme a dit Monsieur Casimir, pourquoi est-ce que moi je vais vous parler d'intégrité scientifique ou comment cela se fait-il? Donc, je suis neuroradiologue, je suis spécialiste des images, donc en matière de manipulation d'images, je suis certainement bien compétente et je connais les farces et attrapes, mais en fait j'ai été impliquée
au moment où j'étais présidente de l'Académie. Et ce sont nos confrères flamands de la Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit qui sont venus frapper à la porte du bureau du secrétaire perpétuel d'alors, M. Froidart, que je tiens à remercier vraiment. Nous avons reçu nos collègues qui ont dit, vous savez, où en êtes-vous en pays francophone, en région francophone dans notre pays. Il me semble qu'il y a là un vide que je vous recommande de combler. Et c'est comme ça que M. Froidart a dit, ça c'est un sujet pour toi, je suis sûre. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, le sujet, il est partout. Et donc, étant insomniaque cette nuit, à 1h, j'ai lu mon économiste qui venait d'arriver. Et encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de recevoir en pleine figure la notion que va changer l'intégrité scientifique, l'intelligence artificielle, et comment est-ce que la science va être transformée par... est-ce que moi je ne passerai pas? Bon, donc brièvement, je vais accélérer. Et je passe la parole à Bernard Armeny qui va vous définir l'intégrité scientifique. Merci Daniel, je récupère le micro par la même occasion. Effectivement, l'intégrité scientifique, on en parle beaucoup. L'intégrité scientifique, on en parle très souvent sans la définir. Mais chacun a une idée de ce que c'est que l'intégrité scientifique. Si on entend le mot intégrité scientifique, on ne peut pas manquer d'avoir quelques milliards de neurones qui déclenchent autour de la notion d'éthique. Peut-être que la morale aussi a quelque chose à voir avec l'intégrité scientifique. Je me rappelais lors de l'introduction par notre secrétaire perpétuel des travaux de Jean Piaget sur la structuration de la morale chez l'enfant, et les dispositifs que vous avez évoqués me semblent très, très proches de ça. Quand on parle de morale, souvent les religions ne sont pas loin. Il y a une notion d'engagement qui accompagne souvent ce terme-là, et au fond, ne serait-on pas quelque part à proximité de ce qui est juridique, à proximité de ce qui est traité par les tribunaux? Est-ce qu'on ne finit pas par là souvent dans cette matière-là? Et au fond, la déontologie, c'est aussi un concept. Bon, vous l'avez compris, l'idée est ici de montrer qu'on est souvent confronté à des difficultés lorsque l'on souhaite passer un peu le cap de la simple reconnaissance « Ah oui, l'intégrité, c'est intéressant » et qu'on veut creuser et savoir pourquoi. Il y a un mot, si vous me permettez d'appeler cette locution un mot, et pourquoi ce mot est particulier, puisqu'il a été adopté à tout le monde, et pourquoi il y aurait un concept spécial qui se différencierait fatalement de ceux-là. Alors, ce que m'a appris mon instituteur de 5e primaire, c'est que quand on hésite sur le sens d'un mot, on va voir dans le dictionnaire. Mais évidemment, on est très vite déçu par ce genre de consultation. Si vous regardez par exemple ce que dit le Trésor de la langue française de l'intégrité scientifique, c'est que voilà, c'est une forme introuvable. Alors, si nous voulions rester dans une optique un peu poétique, ça suffirait dans le pays du surréalisme pour donner la définition recherchée, mais nous ne sommes pas là pour ça. On peut toujours essayer de trouver
avec un raisonnement peut-être un petit peu plus linguistique, ce que le mot intégrité, pas intégrité scientifique, mais intégrité recouvre comme signification. Alors, il y a bien sûr une notion fondamentale qui vient du latin, integer, c'est quelque chose qui est entier, quelque chose qui a toutes ses parties, qui a conservé tous ses composants. L'autre sens, c'est l'idée d'un état qui est sain, d'un état non altéré. Et puis enfin, une autre idée encore, celui de l'incorruption, celui de contact et d'actes absolument irréprochables. J'en profite pour vous signaler que si ces trois notions, ce qui est entier, ce qui est intact, irréprochabilité, ces trois notions s'appliquent tantôt à des choses, tantôt à des personnes. Et on va voir que ça n'est pas dépourvu de sens par rapport à notre objet de cet après-midi qui est l'intégrité scientifique. Mais on est très 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 loin des réalités de l'intégrité scientifique quand on se balade dans ce genre d'outils lexicographiques. Voilà en tout cas une introduction. Alors le mieux, c'est encore d'avoir une approche pragmatique et ce que je vais vous proposer ici, c'est de rechercher où ce mot fait émergence dans les discours de ceux qui font de l'intégrité scientifique, qui se recommandent de l'intégrité scientifique, qui apparaissent comme des praticiens de l'intégrité scientifique. Ce mot apparaît, mais que lui donne-t-on de fait comme sens dans ces contextes-là? Alors, un tout petit peu d'histoire, et surtout sans vouloir être lassant. L'histoire de l'intégrité scientifique en tant qu'élément lexical, elle commence dans les années 80, elle commence dans les années 80 aux USA, où le hasard, probablement, le hasard c'est une somme de causes qu'on n'arrive pas à résoudre, le hasard fait apparaître plusieurs affaires qui défrayent la chronique de falsification de données, d'interprétation statistique douteuse, un cas très célèbre, le cas Baltimore, mais il y en a d'autres et M. Casimir en a cité. Tout cela arrive un peu en concentration et on s'aperçoit que de manière générale, les organes de recherche sont incapables de traiter ces cas. Ça ne marche pas. Ça crée des conflits, ça crée des situations qui sont de crise extrêmement aiguës, mais finalement, rien n'existe pour traiter correctement ces cas. Un certain Al Gore, dont vous avez, je pense, entendu parler, qui est un jeune député à ce moment-là, estime qu'il faut y voir clair et donc il saisit la Chambre des représentants de cette question et propose que l'on examine les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à traiter ces cas. Les tribunaux, les universités, les grands organismes de recherche américains s'avèrent impuissants à le faire. À partir de là, va apparaître une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup moins encapsulée dans les institutions. Et on va voir qu'en 86, au NIH, on confie à un bureau particulier la gestion de ces cas. En fait, ce qui se passe, c'est que grâce d'une part aux démarches d'Al Gore et d'autre part à toutes ces discussions et réflexions, tout le monde commence à reconnaître la nécessité d'une instance spécifique qui soit chargée du traitement de ces crises. Et cette instance spécifique va apparaître en 1989 à l'occasion d'une double création, celle d'une part de l'OSI et celle d'autre part de l'OSIR, et assez rapidement, c'est en 1962, ces deux instances vont fusionner en une seule et elle va être nommée Office of Research Integrity. Les deux précédentes étaient appelées respectivement Office of Scientific Integrity et Office of Scientific Integrity Review. Scientific Integrity, Research Integrity, le mot est apparu. C'est la naissance de la locution intégrité scientifique. Question maintenant, le mot est là, mais
Que désigne-t-il ? Mais là, on ne s'est pas préoccupé de ce genre de questions. Il désigne essentiellement par une technique en quelque sorte de repoussoir ce dont l'intégrité scientifique va être faite. Donc c'est d'un ensemble de situations où l'on ne plagie pas, d'un ensemble de situations où l'on ne falsifie pas, d'un ensemble de situations où on ne fabrique pas les données, dont il va s'agir en matière d'intégrité scientifique. Définition donc en repoussoir. C'est intéressant de constater que un article d'Anderson et collaborateurs se penche sur cette question lexicale, en montrant que le terme intégrité scientifique, c'est vraiment très difficile à définir. Ceci est rédigé en anglais, hein, c'est une traduction, et que les synonymes qu'on évoque habituellement, tels qu'honnêteté, véracité, exactitude, justesse, incorruptibilité, honneur, bienséance, etc., ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à décrire véritablement ce que peut être l'intégrité scientifique, pire encore à la situation où on est confronté à des problèmes de traduction. Dans la décennie 2000-2010, pas grand-chose n'est très visible, mais cependant, ce qui arrive à beaucoup de pays, c'est ce qui était arrivé aux États-Unis dans les années 80, c'est-à-dire l'émergence de cas, l'émergence de crises, l'apparition de conflits autour de questions de cet ordre-là. Les pays les ont traités chacun comme ils le pouvaient, en fonction de leurs cadres légaux, en fonction de leur structure institutionnelle de recherche, en fonction aussi de leur culture. Donc tout le monde est confronté au même genre de problème, mais ce qui se crée, ce qui se développe pour les rencontrer est extrêmement variable. D'où l'intérêt qui apparaît de rechercher une cohésion à propos du traitement des méconduites ou inconduites en matière de recherche. Et cela est à l'origine des World Conferences on Research Integrity qui vont se créer en 2007. Et donc là, ça fait appel à un ensemble de scientifiques d'un vaste panel de disciplines diversifiées et d'un vaste ensemble de pays du monde. La première de ces World Conference se déroule en 2007, la deuxième se déroulera en 2010 et cette deuxième conférence va être l'occasion de la production d'un manifeste, de la production d'une espèce de charte qu'on a appelée la Déclaration de Singapour. Et la Déclaration de Singapour est le premier exemple concret d'une tentative de description non pas de ce qu'il ne faut pas faire, tu ne falsifieras pas, tu ne plagieras pas, tu n'inventeras pas de données, mais au contraire un ensemble de suggestions qui se manifestent d'une part par des principes à respecter et d'autre part par des responsabilités auxquelles le chercheur doit faire face. 4 principes: honnêteté, conduite responsable, courtoisie, loyauté, bonne gestion de la recherche. Et un ensemble de responsabilités que je ne vais pas détailler ici, mais dont vous voyez que la première est baptisée intégrité, et on explicite cela dans la déclaration de Singapour en soulignant cette caractéristique, la trustworthiness, c'est-à-dire en fait c'est la valeur de la recherche qui permet qu'on y fasse confiance. On traduit en général cela par fiabilité en français, mais évidemment le mot anglais est probablement plus évocateur. Et donc c'est au fond la confiance qui va être l'aune à laquelle on va pouvoir mesurer l'intégrité. Tout cela est conceptuel, évidemment, inutile de vous dire qu'il n'y a pas d'instrument de mesure. Mais donc voilà déjà
définie de manière plus rassurante par un ensemble d'attentes baptisées ici responsabilité de ce que c'est que l'intégrité scientifique. Donc, on fait face à un renversement, puisque ici, pour les premières structures aux USA, c'est quoi l'intégrité scientifique? C'est ne pas faire d'inconduite. Pour la déclaration de Singapour, c'est quoi? C'est respecter tout un tas de préceptes. Vient en 2011 le code ALEA. Alors, ALEA, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble... une réunion de différentes instances de recherche, mais d'instances de recherche qui sont réunies à l'initiative d'une part de l'Organisation d'intégrité scientifique des États-Unis et d'autre part de l'ESF, la European Science Foundation. Et donc, au départ de cette création, on va voir se développer une réflexion commune qui est vraiment une réflexion qui est centrée, qui est cadrée dans le contexte européen. D'ailleurs, aujourd'hui, les travaux de l'ALEA sont reconnus par le Conseil de l'Europe. Et donc, voilà que ALEA va produire un premier code, comme vous le voyez ici, un document qui est au service de la recherche européenne comme un cadre de référence pour l'autorégulation. Et ce code, le premier du nom, publié en 2011, va connaître ultérieurement plusieurs réajournements, l'un en 2017 et l'autre en 2023. Alors, à nouveau, on trouve un certain nombre, à l'instar de ce qui est présent dans la déclaration de Singapour, d'injonctions de type prescription comportementale. Et ceci donne donc encore un petit peu plus de contenu à la notion d'intégrité scientifique. Ici apparaissent quelques éléments nouveaux, par exemple la dimension de responsabilité par rapport aux humains, aux animaux, à l'environnement. Enfin, je veux citer, et rassurez-vous, c'est la fin de cette partie historico-lexicographique, le rapport que notre collègue Pierre Corvol a rédigé à la demande du secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche français, le célèbre désormais rapport Corvol. On y trouve une définition de l'intégrité scientifique, et je vais me permettre de la lire avec vous. L'intégrité scientifique, c'est donc la conduite intègre et honnête qui doit présider à toute recherche. C'est sur elle que repose le savoir et la connaissance. Elle s'appuie sur des principes universels, mais elle n'est pas une question de morale. La qualité, la fiabilité, rappelez-vous, trustworthiness, de la production scientifique dépendent de l'intégrité. C'est sur l'intégrité scientifique que se fonde la société de la connaissance et, en un mot, le croire à la science. Alors, il y a ici une réflexion intéressante sur la différence entre éthique et intégrité scientifique, sur laquelle je reviens un instant après cette diapositive. Et enfin, je pense qu'il y a un parallèle intéressant avec la notion de déontologie, puisqu'il nous dit que l'intégrité scientifique, c'est ce qui concerne toutes celles et ceux qui travaillent à la construction du savoir humain, les chercheurs, mais aussi les éditeurs scientifiques, les directeurs d'institutions, etc. Et donc, c'est quelque chose qui s'impose à ces personnes, comme s'impose la déontologie aux médecins, comme s'impose la déontologie aux avocats, etc. Pour autant, ce n'est pas vraiment de la déontologie. Dernière donc petite chose, et comme on a beaucoup parlé déjà de Pierre Corvol, je vous montre sa photo. L'intégrité scientifique, dit-il, se distingue de l'éthique et de la recherche, de l'éthique, pardon, de la recherche, qui aborde de façon plus large les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales. Donc, pour lui, l'éthique de la recherche, c'est quelque chose qui est en dehors de la recherche, qui est de l'ordre de ce qui, à l'extérieur du monde de la recherche, dépend des produits de la recherche. Ce qui lui permet de dire l'éthique fait débat, mais
l'intégrité ne se discute pas. Maintenant, il n'en reste pas moins, bien évidemment, que les manquements à l'intégrité scientifique observés, on revient un petit peu à l'attitude de l'Office américain, sont quand même souvent une base pour entrer dans un questionnement à propos de suspicions d'inconduite de la part des chercheurs. Et c'est ici que je rends, non pas le témoin, mais le micro à Madame Balerio, qui va vous parler de ces méconduites. Oui, effectivement. Donc maintenant, nous allons passer, je dirais, aux choses pas sérieuses, mais pratiques. De quoi ça marche pas. Si ça marche comme ça. Bon, donc de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'infraction que je présume vous connaissez tous? Oui, ça me... Alors, ça ne marche pas. Ça marche. Bon, je vais le garder comme ça. Je n'ai pas l'habitude de chanter. Donc, c'est, comme on l'a déjà entendu, donc je vais aller un peu plus vite, c'est la fabrication de données, les falsifications et le plagiat. Alors là encore, il y a déjà des redites. Il y a eu des cas emblématiques qui sont connus, mais qui méritent d'être rappelés, et dans tous les domaines. Donc l'intégrité scientifique, ça ne concerne pas uniquement le monde médical ou biomédical, mais tout le monde de la recherche. Et donc un exemple célèbre est celui de la description de la découverte d'un crâne exceptionnel en Angleterre, et qui était un maillon manquant, un chaînon manquant pour expliquer l'évolution de l'homme. Et en fait, c'était un faux, le crâne. Alors, de la souris truquée, on a déjà parlé. Donc, effectivement, et ce n'est pas n'importe qui a fait qui a présenté cette méconduite. C'était un immunologiste, et c'est important de comprendre pourquoi il a fait ça. Il effectuait des recherches en transplantation et il a menti. Il a expliqué qu'il avait pu transplanter la peau d'une souris blanche sur une souris noire ou l'inverse. Et en fait, lorsqu'il a présenté ses résultats, il s'est avéré qu'il avait effectivement noirci la peau avec un marqueur noir indélébile. Alors, bien sûr, il a été exclu du Sloan Kettering Institute, mais on s'est demandé pourquoi. Et donc, il a expliqué qu'il a été tellement mis sous pression qu'il s'est senti obligé de mentir. Alors, un autre cas que je ne veux pas m'empêcher de vous rappeler et qui est tellement démonstratif. Qu'est-ce qui se passe quand une équipe produit une publication qui s'avère être fausse par ailleurs, par après. Et donc, c'est un cas que M. Casimir pourrait mieux rappeler. Mais donc, il s'agit de ce M. Wakefield, un Anglais, qui a publié le fait donc qu'il y avait une relation entre l'autisme et la vaccination très courante contre la rougeole, oreillon, rubéole. Et dès le départ, les pères
ont trouvé que cette publication était curieuse ou ils ont émis des doutes. Finalement, ça a été investigué et on s'est rendu compte que méthodologiquement, cette affirmation ne tenait pas la route. Mais quel dégât, quel problème. Et lorsqu'en 2004, on a demandé au Lancet de rétracter, d'enlever cette publication, on reviendra sur la problématique des rétractions. Ils ont refusé. Et là, je dirais merci aux médias. C'est grâce, entre autres, aux médias et à la publicité large qui a été faite à ce cas avéré de mes conduites que finalement en 2010, non seulement le Lancet a bien été obligé de rétracter, mais Wakefield a été rayé de l'ordre des médecins. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il est parti aux États-Unis. Vous le retrouvez actuellement comme un des antivax les plus efficaces ou plus actifs dans ces milieux. Mais entre-temps, j'ai pas besoin de vous dire le nombre de parents qui ont refusé, qui ont eu peur de faire vacciner leurs enfants, et on sait combien d'enfants sont morts de la rougeole en particulier. Donc, il y a un impact sociétal qui est vraiment pas négligeable et qui est un des motifs pour lesquels aujourd'hui je me passionne pour la problématique de l'intégrité scientifique. Mais là, ce sont les gros cas. Ce que je pense, il est important de souligner, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les pratiques questionable. Les pratiques qui ne sont pas tout à fait blanches, mais pas tout à fait noires. Et ça aussi, je crois qu'il faut combattre. Donc, c'est quoi? C'est plus subtil, mais c'est des analyses partielles. On omet, on oublie d'intégrer certains résultats à sa publication. On ne retient que ce qui plaît ou qui convient dans la thèse qu'on veut démontrer. Donc, il y a un biais dans les publications, dans les citations. Alors, une autre chose très fréquente, pour l'instant on y reviendra, c'est le saucissonnage des publications, comme il faut absolument publish or perish. On a des données, puis on en fait 5 publications. Monsieur Raoult est un maître en la matière. Et alors, un autre problème, c'est qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir un cahier de laboratoire, un logbook. On est obligé de conserver ces données qui ont amené à une publication. Et donc, il y a le problème de la reproducibilité. Il faut que ce qu'on annonce doit pouvoir être vérifié et reproduit. Alors, il y a d'autres pratiques émergentes, les paper mills. Alors, c'est quoi les paper mills? On reviendra sur le problème de qui publie les articles. Les paper mills, ce sont des éditeurs peu scrupuleux qui vont accepter tout et n'importe quoi, ou même mieux, vont proposer à des grands noms scientifiques de faire un article à leur place et de les payer pour. Il y a l'intelligence artificielle, on l'a dit, ChatGPT. Monsieur Armigny en a fait l'expérience. Il a demandé de produire un article sur ses activités scientifiques. Il n'a pas été impressionné par le résultat, mais c'est impressionnant. En un quart d'heure, si vous donnez des bonnes informations, ça vous livre une publication bien tournée.
Il y a aussi donc le problème des soi-disant spécialistes ou déclarés spécialistes qui sont payés pour aller à des conférences. Et donc tout cela est facilité par les manipulations digitales. Alors une question qui vient fatalement, c'est mais est-ce fréquent? Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous allons avec notre bâton de pèlerin, qu'on essaie de contacter les universités, toutes les structures qui pratiquent la recherche, on nous dit toujours non, chez nous tout va bien, c'est pas fréquent, chez nous on est droit honnête, ce que je ne doute pas, parce que 99% le sont. Et donc c'est très difficile d'évaluer quelle est la fréquence de ces mauvaises conduites. Donc j'ai l'habitude de citer un article qui a revu plus de 18 millions d'articles et ils ont regardé combien finalement n'étaient pas valables. Donc c'est 0,01%. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais certains, comme je l'ai montré, peuvent avoir un impact négatif tout à fait dévastateur. Donc quelles sont les méconduites? C'est la fraude, des duplications, des plagiats. Même chose, les Anglais, entre 2012 et 2020, ont rapporté quand même 62 cas pour conflit de co-auteurs. Je reviendrai, plagiat, manipulation. Donc oui, Monsieur Vanelli, ça je trouve très intéressant. Ils ont fait des enquêtes pour voir quel est le nombre de scientifiques qui donc font pratiquent ces mauvaises conduites et aujourd'hui on arrive à un chiffre entre 1 et 2% des scientifiques, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc lorsqu'on fouille un peu plus et qu'on va parler aux scientifiques et qu'on leur demande, mais à votre connaissance, vous, combien de fois est-ce que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, on arrive au 1%. Mais curieusement, quand on leur demande, mais vous avez connaissance dans votre environnement de combien? Là, c'est 17%. Donc, ça porte quand même la vérité, ça doit être quelque part entre les deux. Alors, le plus récent que j'ai retrouvé, c'est des auteurs hollandais, ça date de février 22, mais c'est vraiment difficile d'évaluer, de savoir, de débusquer quelle est la fréquence de ces mauvaises pratiques. Et donc, de nouveau, vous voyez les chiffres fabrication, falsification. Alors, ce qui, en bonne féministe, j'ai été étonnée qu'ils prétendent, mais je pense qu'il faut vérifier, que non seulement les fautifs sont les plus jeunes, habituellement, parce qu'ils sont plus sous pression, mais aussi plus souvent des mâles. Donc là, j'ai quand même des doutes, parce que il faudra vérifier. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de misconducts augmente. Bien sûr, le nombre de publications augmente aussi énormément. Alors, quand on parle intégrité scientifique, on doit encore parler d'autre chose, qui est par exemple quelque chose de très courant que moi j'ai bien connu, c'est l'authorship. Vous faites un travail tout seul, et puis quand il est prêt, on vous force à mettre 5 noms après de gens qui n'ont rien fait, ni de loin ni de près, ou parfois de très loin.
Et donc, aujourd'hui, les jeunes ne se laissent plus faire, ou beaucoup moins, et n'acceptent pas. Mais si vous n'acceptez pas, vous risquez d'être mal vu par votre professeur, ou pire, de vous faire virer. Donc, ce problème d'autorship est vraiment très fréquent. Alors, l'éditeur, j'en ai déjà parlé, la responsabilité des éditeurs, des gens qui publient. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un paper mill, mais comment on fait un journal sérieux pour accepter ou pas un article? Eh bien, de mon temps, et je crois que ça se fait encore, il y avait ce qu'on appelle un peer review. Donc, on demande à des pairs d'évaluer votre travail. Et à ce moment-là, c'est une très bonne pratique. Le problème, c'est qu'il faut que ces pairs aient le temps, il faut que ces pairs ne soient pas payés et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et comme il y a de plus en plus de publications, il y a un gros problème dans le peer review actuellement. J'en dirai pas plus, ou bien, et ça j'ai vécu, vous envoyez un papier et puis le reviewer vous pique votre idée, le publie avant vous. Ça, je dois dire que j'ai pas apprécié non plus. Donc, ce monde de l'édition change. On en a parlé, le peer review, les prédateurs. Alors, il y a aussi le problème de l'open science. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Comme vous savez, aux États-Unis, c'est le président lui-même qui a dit, nous, contribuables, nous tous, on paye pour des recherches. Alors, ce n'est que normal que nous ayons accès aux résultats. Et donc, de plus en plus, on milite pour qu'il y ait une science ouverte avec toute la réflexion à faire sur la liberté et sur ce qu'on fait des données des autres. Alors, je termine, je crois, en vous signalant qu'il y a des sites actuellement, effectivement, qui scrutent et qui regardent toutes les publications. Et donc, je vous recommande aux scientifiques, s'ils ne connaissent pas, il y a un site qui s'appelle Retraction Watch, et ça, c'est vraiment intéressant. Et vous lisez chaque jour des informations sur tout ce qui se passe dans le monde. Et par exemple, je vous l'ai dit, les papiers concernant le Covid, les chercheurs se sont précipités, ont publié vite, et ça c'est ce qu'ils publiaient hier sur leur site, des papiers concernant le Covid-19. Il y a presque 300 papiers qui ont dû être retirés parce qu'ils étaient faux ou pas bons, pas justes. Alors, je voudrais signaler, comme on l'a dit, que maintenant, il y a des outils très puissants pour essayer de débusquer les personnes qui fraudent ou qui font des faux. Et donc, M. Guillaume Cabana, qui est un chercheur en informatique à Toulouse, a mis au point une application qui permet de faire vous-même un peer review d'un article et voir la qualité de l'article. Et ce monsieur a été nominé parmi les 10 personnalités qui ont marqué le plus la science. Et donc ça démontre bien l'impact et l'importance qu'on attribue aujourd'hui à protéger la qualité des publications. Et c'est lui qui est à la base d'un site que je vous recommande de visiter si vous voulez savoir si un article est questionnable ou pas. C'est le PeerPub. Alors voilà, il y a aussi cette grande quantité d'articles maintenant qui nous proviennent d'Asie et en particulier de Chine, où aujourd'hui on se rend compte qu'il y a vraiment un grand nombre d'auteurs
qui publient, c'est pas eux qui l'ont écrit, ou ça a été acheté, parce que maintenant vous pouvez acheter une publication. Ah non, c'est encore à moi. Bon, alors, donc, je vais parler de quoi? Ah, des causes. Ben oui, ça, je vous l'ai évoqué. Je crois qu'il y a vraiment, c'est important de savoir pourquoi les gens sont amenés à se méconduire. Donc, c'est ce fameux adage publish or perish. Si vous recevez de l'argent pour faire des recherches et que vous publiez, et vous ne publiez pas, eh bien, votre avenir est en péril. Donc, on se rend compte du coup que la quantité prévaut souvent sur la qualité. Il y a la course au prestige, à la notoriété. On veut avoir plus de financement. Donc, pour obtenir plus de financement, eh bien, on publie plus, on a une pression énorme. D'aucuns y voient un gain économique. Et donc, finalement aussi, nous nous sommes interrogés sur le manque de awareness, c'est-à-dire de conscience. Que savons-nous et à quelle mesure est-ce que nos chercheurs sont vraiment conscients de l'importance? Et donc, pour l'instant, nous menons un combat pour la formation en intégrité scientifique, et nous soulignons que ce n'est pas que ceux qui publient ou les chercheurs, mais il y a toutes les personnes autour et alentour. Il y a l'administration, il y a les profs, les mentors. Et donc, on en a déjà parlé, mais aux États-Unis, depuis 1992, un chercheur ne reçoit pas de l'argent, ne reçoit pas de bourse s'il n'a pas passé un examen et s'il n'a pas démontré qu'il est bien au courant de ce qu'est l'intégrité scientifique. Et là, quelques années, bien des années après, en France, depuis 2021, eh bien, en France également, les chercheurs ont l'obligation légale d'être formés. Nous, on en est bien loin. Et encore une fois, pas uniquement les chercheurs, mais ceux qui forment, qui surveillent, qui supervisent. Là, je vous en reparlerai. De rôle que jouent des associations d'office d'intégrité, et un sujet est de se passer le tuyau. Comment est-ce que toi tu arrives à dire à un superviseur qui doit retourner à l'école et qui doit suivre une formation en accompagnement? Je pense que c'est très difficile et délicat. Cette fois-ci, c'est à toi. C'est bien à moi. Nous vous avons parlé jusqu'à présent peut-être de questions lointaines, peut-être de concepts assez généraux. Sans doute le moment est venu de nous faire plus concret, plus opérationnel, plus en phase avec ce qui se fait concrètement dans le réel. Et c'est pour cela que nous avons envisagé un moment de cette conférence où l'on aborde une certaine forme de description des dispositifs d'intégrité qui existent. Alors, très immodestement, on va commencer par la Belgique, puisqu'après tout, on y est, et essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique pour protéger l'intégrité scientifique ?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut souligner un aspect de la situation belge, c'est que cette situation, elle est double. Il y a un dispositif flamand, il y a un dispositif de Fédération Wallonie-Bruxelles, et il faut vraiment souligner la démarche pionnière de la Flandre, puisque c'est déjà en octobre 2013 qu'a été créée la commission flamande d'intégrité scientifique, 2013. Cette commission est hébergée par l'Académie royale flamande, et elle a pour mission d'une part d'émettre des avis, plus particulièrement des deuxièmes avis, et je vais vous expliquer cette notion, et aussi une fonction consultative générale. Alors, notre Conseil supérieur d'intégrité scientifique couvre donc les institutions du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le CSIS a été créé bien plus tard que l'équivalent, son homologue flamand, puisque la création officielle c'était fin 2019, mais sans doute vous rappelez-vous que à la fin de 2019, on commençait tout doucement dans les médias à parler d'un certain virus, et ceci expliquant cela, ce n'est que le 22 octobre 2021 que le Conseil supérieur d'intégrité scientifique a été officiellement installé. Nous sommes donc, Madame Balerio et moi, des bébés. Heureusement, nous avons un pédiatre parmi nous, et non des moindres. Nous sommes en train, depuis 2 ans, d'essuyer des plâtres en permanence. Ça commence à sécher, mais c'est avec beaucoup de modestie que nous devons vous présenter ce qui existe aujourd'hui et que nous essayons d'animer. Alors, qu'est-ce que c'est que le CSIS ? Son origine se trouve dans une libre association de 9 institutions. Les 9 institutions les plus importantes de recherche en Belgique, 2 académies, l'Académie royale des arts, des sciences et des lettres et l'Académie royale de médecine, le Fonds national de la recherche scientifique et les 6 universités francophones qui existaient alors en Fédération Wallonie-Bruxelles, aujourd'hui 5. Donc une libre association qui a produit un règlement, le règlement du CSIS, ce règlement qui est en fait en quelque sorte, si vous voulez, la constituante de cet outil nouveau. Ils l'ont écrite et ils se sont engagés à obéir aux spécificités de ce texte. C'est donc vraiment une démarche fondatrice qui n'est prescrite par aucune volonté politique, par aucune obligation légale, mais qui est la volonté commune des instances responsables de la recherche. Alors, ce CSIS, il comporte 2 comités, un comité de supervision, un comité d'avis, comme l'a dit le secrétaire perpétuel, Madame Balerio, moi-même, présidons respectivement le comité de supervision et le comité d'avis. Le comité de supervision, il est formé d'un représentant de chacune des 9 institutions partie initiale au projet, ainsi que une secrétaire sans voix délibérative. Le comité d'avis, il est composé de 3 membres représentant les sciences exactes et appliquées, 3 membres représentant les sciences biomédicales et 3 membres représentant les sciences humaines et sociales. Ces 9 membres ont voix délibérative et un membre spécialisé dans le domaine juridique à voix consultative, de même que notre secrétaire qui est là-bas au bout de la salle, Madame Kabuema.
Alors, quelles sont les missions de chacun des deux comités? Le comité de supervision, il a des missions institutionnel au sens où il institue, il nomme les membres du comité d'avis. Ces membres sont proposés par les universités et c'est donc le comité d'avis qui effectue sa sélection. Il désigne le président ou la présidente du comité d'avis. Le comité de supervision est aussi le gardien de la charte fondatrice. Il est le gardien du règlement, des règlements, car il y a aussi un règlement d'ordre intérieur qui a été prévu. Et par ailleurs, il entend le rapport annuel du président du comité d'avis sur le fonctionnement général du comité d'avis. Mais si on dit fonctionnement général, et c'est précisé plus loin dans le texte, c'est bien parce qu'il n'est pas question de faire rapport au comité de supervision de ce qui a été discuté à propos de certains cas qui ont été instruits par le comité d'avis. Donc le comité de supervision ne sait pas ce que contiennent les dossiers relatifs à l'une ou l'autre demande de requérant, dans le cadre de la compétence dite de deuxième avis du comité d'avis. Et par ailleurs, l'autre compétence du comité d'avis, c'est la compétence consultative générale qui lui permet de rendre des avis soit d'autorité, soit à la demande d'instances scientifiques diverses. Alors, justement, cette compétence d'avis, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, vous voyez que c'est décrit par le règlement du CSIS de manière très précise. Lorsque un organe d'avis d'une université ou d'une instance scientifique de manière générale émet un avis qui ne satisfait pas soit le requérant, soit le défendeur. Le requérant comme le défendeur ont le droit de solliciter un deuxième avis auprès du comité supérieur d'intégrité scientifique. Alors, en fait, il faut préciser une chose, c'est que dans ce rôle que le règlement donne au comité d'avis, il y a une liaison qui est impliquée, une liaison forte, une liaison significative avec évidemment les universités et plus particulièrement avec les organes des universités qui s'occupent d'intégrité scientifique. Et d'ailleurs, le règlement postule l'existence dans chaque université d'un CIS. Et CIS, ça signifie Comité d'intégrité scientifique. Et donc, le règlement du CSIS, au fond, fait en sorte que les universités, quand elles signent ce règlement, quand elles déclarent qu'elles vont s'y plier, eh bien, qu'elles soit créent un comité d'intégrité scientifique, soit transforment l'une de leurs instances qui existe déjà en comité d'intégrité scientifique. Et c'est la tendance majeure à laquelle on accepte. Les universités ont travaillé, sont en train de travailler, de manière telle que chacune puisse se prévaloir de l'existence d'un comité d'intégrité scientifique qui rend des avis susceptibles d'être éventuellement contestés auprès du comité d'avis du CSIS. Donc, c'est vraiment un système que le règlement va installer et faire en sorte de constituer pour qu'un certain fonctionnement puisse se dérouler. Alors, comment ça marche concrètement ? Eh bien, il y a d'abord un premier requérant qui s'adresse donc au comité d'intégrité scientifique de son université. Il n'est pas content parce que quelqu'un l'a plagié. L'université est saisie par le biais de son comité d'intégrité scientifique de la question, travaille, analyse, enquête et rend un avis. Cet avis, il est transféré au requérant initial, mais il est également adressé
au défendeur. Donc ça, c'est la personne qui est suspectée d'avoir fait quelque chose de répréhensible, et ça, c'est la personne qui s'en plaint. Le requérant, le défenseur. Alors, si elle le souhaite nécessaire, bien sûr, l'université peut prendre des décisions. Par exemple, un blâme adressé à un professeur. Par exemple, une décision d'exclusion du corps académique et tout autre type de décision qu'un établissement peut prendre à l'endroit de ses membres. Ceci, ça concerne l'université. Et en fait, le comité d'intégrité scientifique, comité supérieur d'intégrité scientifique, n'a rien à voir avec cette décision. Il n'a pas à en connaître. Si le requérant n'est pas satisfait de l'avis qui a été rendu, il peut adresser une plainte au comité d'avis du CSIS pour obtenir un deuxième avis. Mais attention, le défendeur aussi peut suivre le même chemin. À partir de là, le comité d'avis du CSIS rend son deuxième avis, et ce deuxième avis, il a pour destinataire naturel le requérant et le défenseur. Et mon schéma s'arrête là. Mon schéma s'arrête là, et c'est peut-être intéressant de le constater, parce que vous voyez qu'il y a une chose qui n'y est pas présente, c'est une quelconque action du comité d'avis sur d'éventuelles décisions. Ça, c'est autre chose. Mon schéma ne représente pas une action éventuelle qui du requérant, qui du défendeur, en prenant appui sur l'avis du CSIS auprès, par exemple, d'une juridiction. Mon schéma ne le montre pas, car rien de tel n'est évidemment prévu. Mais ce n'est pas parce que c'est non prévu que ça ne peut pas arriver, mais cela réside dans le chef du défenseur ou du requérant. Et d'ailleurs, je dois préciser que dans les conditions de fonctionnement, il est prévu que l'on s'assure qu'il n'y a, au moment du début d'une instruction, aucun double emploi avec quelques instances juridiques que ce soit. Donc si on s'aperçoit qu'il y a une plainte qui a été déposée devant un tribunal, par exemple, on stoppe tout. C'est l'affaire de la justice. Le comité d'avis et le CSIS n'a rien à voir avec la justice. Ce qui est une caractéristique à souligner, qui a des avantages et qui a des défauts, mais on en parlera peut-être dans les questions. Cela étant, on fonctionne avec toute la transparence nécessaire à l'égard des parties et toute la confidentialité nécessaire à l'égard des tiers, y compris, comme je le disais tout à l'heure, le comité de supervision, qui de ce point de vue est un tiers par rapport auquel nous sommes tenus au secret. Nous pouvons entendre des témoins, nous pouvons entendre des experts. Les témoins, les experts et les parties à la cause peuvent être accompagnés d'avocats. Et bien entendu, nous travaillons avec une scrupuleuse prudence à propos des conflits d'intérêts, et nous faisons en sorte de respecter très scrupuleusement le prescrit réglementaire. Donc nous travaillons avec le même souci de rigueur fonctionnelle que si on était dans un contexte juridique, mais on n'a pas du tout dans un contexte juridique. C'est un petit peu comme l'alcool et le Canada Dry. Il y a peut-être des similarités, mais ça n'a rien de juridique. Ceci n'est pas une cour d'appel. Alors, il y a notamment une chose aussi qui est importante, c'est le respect du canevas calendaire que nous donne le règlement. Je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est trop compliqué, mais enfin, sachez que cette ligne bleue, c'est une ligne du temps, et ceci vous donne une idée générale de toutes les démarches qui doivent être posées pour une demande de deuxième avis. Et vous voyez que depuis J, le jour du dépôt de la plainte, J-30 jusqu'à J240, on travaille sur un cas. Donc, on n'est pas loin d'une année pour traiter complètement un cas. Et en tout cas, on est dans l'ordre des 7 à 8 mois pour mesurer le délai entre un dépôt de plainte et la publication de l'avis.
Alors, chose importante, le règlement prévoit que nous travaillons avec un corpus de référence, un peu comme un magistrat, un juge travaille avec en main les codes, les lois, la Constitution. Notre corpus de référence a été posé comme étant double. D'une part, ce European Code of Conduct for Research Integrity. Alors, notre règlement dit établi en 2017, c'est le code ALEA deuxième version. Je vous ai montré le premier 2011. Madame Baleriou vous a montré le troisième 2013. Au moment où a été écrit le règlement, c'était le 2017 qui était en vigueur. Et alors aussi au code éthique de la recherche scientifique qui avait été d'abord pré-rédigé par le FNRS, ensuite confirmé dans sa rédaction par le FNRS, les académies et aussi BELSPO. Et donc nous avons au fond, si vous voulez, une double assise normative qui est ce code d'éthique et le code ALEA version 2023. Mais le rédacteur du règlement a été très bien inspiré de prévoir que nous pouvons aussi nous inspirer d'autres documents et d'autres idées jugées pertinentes dans les mesures où les points de vue et les pratiques évoluent et où la traduction du concept dans la pratique peut varier selon le domaine et la discipline scientifique. Notre corps normatif est donc potentiellement évolutif, potentiellement ouvert, et c'est le comité d'intégrité scientifique qui est en quelque sorte le maître de ces évolutions. Alors, ça c'était pour la première compétence, la compétence de deuxième avis dont je vous ai longuement parlé parce que c'est celle qui est la plus technique à utiliser, à mettre en place. L'autre, je ne vais rien vous en dire, que je ne vous ai déjà dit, à savoir que c'est une compétence très générale, compétence consultative très générale, mais si je ne vous en dis rien, ce n'est pas parce qu'elle est moins intéressante, au contraire, je crois qu'elle est vraiment d'une importance tout à fait cruciale et capitale, mais là, on n'est pas dans la technicité, on est évidemment dans des démarches qui sont des démarches à caractère créatif et sur lesquelles, quand nous ne serons plus de balbutiants gestionnaires du CSIS, j'espère qu'on pourra vous raconter beaucoup de choses. Alors, ça, c'est la Belgique, c'est ce qui existe chez nous, c'est ce qui est en train de se mettre en place, de se mettre en route, de se développer. Jusqu'à présent, nous avons à étudier une demande de deuxième avis. Donc, vous voyez, quand je vous disais que nous sommes des grands débutants, c'était tout à fait exact. Évidemment, je ne vous en dirai rien pour des raisons que vous comprendrez. Mais déjà, un cas, ça demande beaucoup de travail. Alors, évidemment... tout ceci donne des idées, fait rencontrer des difficultés, les obstacles épistémologiques, comme disait Bachelard, hein, ça peut favoriser évidemment l'évolution et les idées nouvelles. Et je pense que Madame Baleriou et moi avons l'habitude d'en échanger beaucoup, y compris une qui consiste à se dire « Attention Bernard, tu parles trop longtemps ». Donc c'est à toi, Daniel. Oui, donc effectivement, je vous propose de passer un peu plus vite sur le fait que sur des aspects, je dirais, administratifs, économiques, pas comiques, et un peu lassants. Donc, je veux juste résumer que depuis que nous avons été appointés au CSIS, eh bien, logiquement, on est allé voir ce qui se passe ailleurs, comment l'intégrité scientifique est respectée dans d'autres pays, quelles sont les structures qui ont été mises en place. Donc, on en a déjà parlé. Le plus ancien, c'est bien sûr nos amis américains qui ont mis en place un office de la recherche, et je vous ai mis la référence du site
Donc c'est très intéressant de voir tout ce à quoi ils font attention, que ce soit formation, rapport, exemple de mauvaise conduite. Ensuite sont venus nos amis anglais. Et donc, c'est un organisme qui s'appelle UCRIO. Encore une fois, je vous ai mis les références. Il y a beaucoup à lire, beaucoup à prendre. Quelles sont les ressources quant à la formation, à l'intégrité, par exemple? Comment les problèmes ont été résolus dans les différents pays? Et ici, j'ai essayé de vous l'agrandir. Mais donc ça, c'est l'organigramme anglais, comment en Angleterre ils gèrent la problématique d'intégrité scientifique, tant au niveau des chercheurs, des organismes qui financent la recherche, etc. Donc je ne peux que vous recommander, si le sujet vous passionne, il y a vraiment beaucoup à lire. Alors je préfère m'arrêter sur un organisme auquel nous avons adhéré dès le début de la création, même avant la création du CSIS. Il y a le network, il y a un ensemble donc d'offices d'Office pour l'intégrité scientifique, et j'y ai adhéré d'abord au début bénévolement et maintenant officiellement au niveau du CSIS. Et donc c'est un réseau extrêmement intéressant parce que c'est un forum, c'est un endroit où on discute des cas, où on discute de la façon dont on résout les cas de méconduite, de la façon dont on se comporte vis-à-vis des protagonistes. Donc la Belgique maintenant comporte à 2 participants, donc le CSIS et nos amis flamands. Et NRIO est vraiment un organisme extrêmement intéressant, extrêmement important aujourd'hui. Et bien sûr, il collabore avec le fameux ALEA, Sciences Europe, et beaucoup d'autres projets européens qui, et là je vous fais grâce, il y en a 22 projets européens qui sont financés par l'Europe et qui ont pour but d'investiguer, d'étudier la problématique d'intégrité scientifique. Alors nos amis français, ils ont donc le NRIO est également la base de réunions. Donc 2 fois par an, nous avons une réunion de travail. Une fois par an, on a un congrès, et une fois tous les 4 ans, on a on participe au congrès mondial pour l'intégrité scientifique. Donc tout cela m'a fait connaître un monde extrêmement nouveau, complexe et très large. Donc, nos amis français, nous y sommes allés donc à Paris début du mois. L'Office français de l'intégrité, donc nous nous sommes rendus compte quelle est la place de cet office, la structure, la responsabilité. Le CSIS est très très loin, nous sommes des amateurs à côté de cet office français. Je vous recommande également, si le sujet vous intéresse, de voir et d'y aller, de visiter toutes leurs actions, ce qu'ils font. Et ici, je vous ai indiqué organiser un congrès
comment s'occuper d'un lanceur d'alerte, comment prendre la parole dans l'espace public, le code de conduite, bien sûr, qui vient d'être mis à jour. Et donc, rien que la problématique des lanceurs d'alerte pourrait être un sujet d'une conférence entière. C'est qui le lanceur d'alerte? Et comme vous le savez, il y a des lanceurs d'alerte, je dirais les bons et les moins bons. Mais lorsque on est confronté avec un problème et qu'on veut non pas le dénoncer, mais trouver une solution pour le résoudre, comment est-ce qu'on se comporte, comment on traite un sujet confidentiel d'un lanceur d'alerte. Donc rien que ça fait l'objet d'un livre qui vient d'être publié, qui contient de nombreuses pages. Je l'ai amené si vous voulez le voir. L'Office a en fait de même. C'est un sujet qui est lié à l'intégrité scientifique, mais qui retient beaucoup d'attention et qui est passionnant. Donc, autre action de Enrio, par exemple, ne lisez pas tout, mais simplement, Enrio, au début, donc en avril 20, au début du Covid, a alerté tous les membres de la communauté en disant, scientifiques, attention, ne publiez pas trop vite, faites... ils ont rappelé les dérives possibles, et vous savez tous, et on suit encore le cas du docteur Raoult à Marseille qui n'est pas terminé. Si vous allez sur YouTube, vous voyez qu'il vient de publier il y a quelques jours. Alors, allez, ça, c'est un ensemble, donc, un groupement des académies. On en a parlé, j'arrête. Et je voudrais, pour ma part, terminer ma partie en vous parlant des essais cliniques, qui également relèvent de l'intégrité scientifique. Comment fait-on aujourd'hui, lorsqu'on réalise un essai clinique, quelles sont les obligations? Tout cela a été maintenant très codifié. Certains s'en plaignent parce que c'est lourd, c'est compliqué, mais c'est aussi intéressant de savoir que tant aux États-Unis qu'en Europe, lorsque vous commencez, vous envisagez de faire un essai clinique, eh bien, vous devez vous faire enregistrer, et enregistrer, vous avez une obligation de donner les résultats qui soient positifs ou négatifs. Et il y a une base de données européenne qu'on peut consulter, où on mentionne tous les essais cliniques qui ont été faits depuis 2004. Donc ça, de nouveau, je vous le mentionne, c'est une structure, c'est un moyen d'endiguer les mauvaises conduites. Voilà, je passe tout de suite la parole à mon coéquipier. Je propose qu'on aille assez vite à la conclusion de manière telle qu'on puisse garantir un temps de discussion, parce qu'on tient beaucoup à pouvoir échanger avec vous. Dans cette partie de l'exposé, ce dont on avait envisagé de vous parler, c'est des risques et des dangers qu'il y a à ne pas s'inquiéter de l'intégrité scientifique, à se dire c'est quelque chose de pas très important, c'est quelque chose de folklorique, c'est comme les plans de grâce sur la scène d'une rentrée académique universitaire. En fait, c'est
juste le contraire que nous pensons. Nous pensons que c'est vraiment extrêmement important, car si on ne fait pas les choses et si on ne les fait pas bien, on court de gros dangers. Des dangers pour les chercheurs. Supposez par exemple que ces pratiques un peu douteuses, ces pratiques questionnables, répréhensibles que Madame Balerio a évoquées, supposez qu'elles se répandent, qu'elles se développent et que le déjà fort indigeste corpus d'articles qui se publient aujourd'hui soit décuplé par une pollution, par de la littérature scientifique de piètre valeur. Cela risque évidemment de véritablement faire peser un poids insupportable sur le chercheur, surtout si la valeur de ces publications n'est pas garantie. Et encore, si on pense que des structures existent pour la garantir, on a parlé des rétractions par exemple de papier, encore faut-il que les décisions prises sur des papiers rétractés puissent être efficacement communiquées aux chercheurs. Si vous allez voir sur le site de Retraction Watch, aucun problème, tout est clairement apparent. Mais si vous utilisez par exemple des recherches en base de données, ça risque d'être très difficile parce que la plupart des bases de données ne signalent pas les papiers rétractés, sauf une, Zotero, mais je ne veux pas faire de publicité. Donc, faut-il vraiment se préoccuper d'intégrité scientifique? Oui, c'est extrêmement important. On court des risques très importants pour le chercheur, pour la science elle-même. Si des findings, trouvailles, découvertes, sont de faux findings, c'est évidemment la science, la connaissance, le savoir humain qui en souffre, car on le sait, ce savoir humain, il se nourrit de savoir préexistant, il le met en doute, il le reproduit, il fait en sorte de le garantir. Si on travaille sur des bases qui sont des bases insécures, évidemment, l'édifice scientifique commence alors à ressembler un petit peu à ce cairn. Si on ne fonde pas la recherche de demain sur les découvertes sérieusement confirmées d'aujourd'hui, on ne sait absolument pas évidemment où on va. Et puis tout ça est très dangereux aussi car si nos responsables politiques de temps en temps lisent ce qui se publie sur X alias Twitter chaque fois qu'un scientifique a le malheur de faire une déclaration tout à fait exacte, il risque peut-être d'être pollué par ces attitudes négatives désormais par rapport aux instances scientifiques. Donc dangereux, nous pensons que ce l'est vraiment. Je ne vous parle pas de ces choses que je vous montre rapidement, mais c'est vraiment cette influence tout à fait nocive de ce qui se nourrit de la fausse science, qui est en soi un danger extrêmement important. Alors, pour aller vers la conclusion, les perspectives et les enjeux du futur, je dis. Tu souhaites parler ou je te passe la parole après. On peut probablement le voir de deux manières différentes. C'est en tout cas ce qu'on a fait. D'une part, que peut-être le futur pour le CSIS, et d'autre part, quel doit être le futur pour
recherche en général, la recherche du genre humain. Pour le CSIS, comme déjà nous essayons de le faire, l'ouverture du CSIS à d'autres instances de recherche nous semble extrêmement importante. Lorsque vous voyez quels sont en Flandre les partenaires du comité d'intégrité scientifique flamand, eh bien, il y en a bien plus que les co-signataires initiaux. Si vous réfléchissez 2 minutes à qui et quoi fait de la recherche aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a les hautes écoles, par exemple. Aujourd'hui, elles ont des fonds de recherche clairement étiquetés. Il y a les écoles supérieures des arts qui ont aussi des fonds de recherche étiquetés. Il y a quantité d'établissements scientifiques qui ne sont pas des universités, mais qui ont leur siège sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y fait de la recherche. On est sans doute très sourcilleux par rapport à l'intégrité scientifique, mais nul ne le sait, en tout état de cause. Et donc, cette démarche que les Flamands ont initiée nous semble extrêmement intéressante aussi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut voir l'intégrité scientifique de manière systémique, évidemment. Ce n'est que de manière systémique qu'elle peut avoir véritablement du sens. Alors, très important de pensée internationale, c'est aussi une autre manière d'incarner ce « il faut penser en système ». On le sait, à l'international, on peut trouver des réalités complètement différentes. On peut peut-être trouver aussi des formes institutionnelles de l'intégrité scientifique très différentes, dont peut-être on peut s'inspirer. Chez nous, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une femme ou un homme politique, ce n'est pas une décision gouvernementale qui a créé le Comité supérieur d'intégrité scientifique. Il n'en va pas ainsi dans d'autres pays. À l'heure actuelle, la France, et Daniel en a touché un mot, est en train d'opérer un rapprochement très important entre le monde du droit d'une part et d'autre part le monde de l'intégrité scientifique. Alors, je cite là la déclaration de Marseille. C'est une déclaration dans le cadre du WCI. Alors, bien entendu, des moyens de fonctionnement seraient absolument nécessaires. Pour l'instant, nous fonctionnons surtout avec quelques retraités incapables d'accepter la notion de retraite, mais ça n'est pas suffisant. Nous avons la grande chance d'être accompagnés et accueillis par l'Académie royale de médecine de Belgique, qui peut mettre quelques moyens à notre disposition, mais qui n'a pas à l'heure actuelle encore de budget qui, de manière tout à fait directe, lui permettent de garantir des moyens de fonctionnement nécessaires. Alors, peut-être faut-il inscrire l'existence du CSIS dans la loi, puisque, après tout, aujourd'hui, le CSIS, c'est un ensemble de personnes qui essaient de penser généreusement à l'intégrité scientifique. Alors, en ce qui concerne maintenant un regard plus vaste sur l'intégrité scientifique en général et en dépassant tout à fait le cas institutionnel de la Belgique, je pense que, comme l'a déjà signalé Madame Balerio, en fait, on est à un moment où il faut reconnaître que on a besoin, à certains moments, d'une dynamique rétrospective, de regarder ce qui est advenu dans le passé parce que quelqu'un a fait une faute à un moment. Donc c'est nécessaire. On ne peut pas y échapper, mais il faut éviter évidemment que cette démarche à caractère rétrospectif envahisse le champ de l'intégrité scientifique. Et il nous semble fort important qu'on puisse aussi adopter une dynamique
prospective, une dynamique où en fait on se dise que réparer, blâmer, punir c'est bien, mais éviter que ça arrive c'est mieux, pour le dire de manière très, très simpliste. Et donc je crois que le moment est venu de privilégier ces approches constructives. Il est important de pouvoir agir sur les personnes, il est important de pouvoir agir sur les communautés. Pour faire quoi? Pour initier les individus à l'intégrité scientifique. Et comme l'a dit M. Casimir, ça devrait commencer très 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 tôt. Il y a par exemple des lieux très intéressants, des musées de découverte scientifique qui existent dans beaucoup de pays. Qui fait-on par rapport à l'intégrité scientifique? Que fait-on dans les écoles? Agir sur les personnes, agir sur les jeunes étudiants d'université, ceux qui sont en première bac et à qui on doit faire percevoir cette importance de l'intégrité scientifique. Et puis évidemment, il faut former les chercheurs. Il faut que les thésards aient dans leur programme de formation doctorale une dose importante, un bain d'intégrité scientifique, etc. Il faut aussi peut-être informer les mentors et autres directeurs de thèse de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, 70, 80, pourquoi pas, ce qu'il en est de l'intégrité scientifique. Et je pense que nous arriverons vraiment à diminuer l'aspect rétroviseur par rapport à l'aspect regard au loin qu'en installant une culture de l'intégrité scientifique. Il faut qu'il y ait des réflexes, il faut que des choses deviennent normales. On connaît ce genre de phénomène par rapport à d'autres questions dans les institutions. Si à l'heure actuelle certaines personnes peuvent avoir l'impression de subir une ingérence intolérable dans leur liberté académique quand on leur parle d'intégrité scientifique. Eh bien, il faut inverser la tendance pour que ces personnes trouvent cela normal, trouvent cela désirable et comprennent que l'intégrité scientifique est une base essentielle de sauvegarde pour l'espèce humaine de la science. Daniel? Alors, je sais qu'à 7 heures, on doit partir. Donc, je pense qu'il y a quand même une chose que je veux absolument dire, c'est que nous tenons tous les deux à remercier avant tout et dans l'ordre chronologique, les secrétaires perpétuels de la RMP, nous l'avons dit, M. Froidard et M. Casimir, pour leur soutien, nos amis flamands, le FNRS, les personnes que nous avons invitées grâce à la RMB, à savoir Pierre Kaufmann et le professeur Andrew George, qui nous ont vraiment un peu tracé le chemin, ont expliqué comment ce fut difficile dans leur pays respectif de développer un équivalent de CSIS et bien entendu remercier toutes les personnes qui aujourd'hui nous secondent dans les deux comités. Et je tenais à dire que nous avons eu un très bon contact avec Madame la ministre Valérie Gladini, qui a été très très sensible à notre problématique. Mais voilà, comme partout en Belgique, il y a beaucoup de problèmes. On n'a pas de sous. On n'a pas de sous pour accueillir les hommes seuls. Eh bien, voilà, nous, on se rend bien compte, mais nous espérons que nous vous aurons intéressés et que nous avons fait un tour de la problématique qui se voulait le plus compréhensif. Donc n'hésitez pas maintenant, nous avons encore 15 minutes pour les questions maximum parce que le concierge s'en va à 7 heures.
Merci.